Si vous regardez en ce moment les cartes radars au-dessus de l'océan Pacifique, vous allez voir quelque chose qui devrait glacer le sang de tous les stratèges économiques de la Maison-Blanche. Ce n'est pas une flotte de navires de guerre, ce n'est pas un système météorologique, c'est une file de cargo, longue de plusieurs kilomètres, qui quitte le port de Vancouver. Pendant des décennies, ces navires chargés du blé de la meilleure qualité au monde auraient coordonné leurs opérations avec les marchés américains. Ils auraient fait partie d'un système alimentaire nord-américain qui stabilisait les prix et remplissait les rayons de Minneapolis à Miami. Mais aujourd'hui, ils ne regardent plus vers le sud, ils capent vers l'ouest, direction Shanghai. Donald Trump pensait qu'il pouvait coincer le Canada. Il pensait qu'il pouvait prendre les récoltes canadiennes en otage pour arracher une concession politique. Il avait parié que Mark Carney allait plier sous la pression du protectionnisme américain. Il s'est trompé. Carney n'a pas scié. Il n'a pas supplié. Il a simplement décroché son téléphone, appelé l'acheteur que Trump redoute le plus au monde et cédé le surplus qui maintient le Midwest américain compétitif. Trump voulait une guerre commerciale, Carney vient de redéfinir le champ de bataille. Et pendant que Washington essaie encore de comprendre ce qui s'est passé, le prix du pain est déjà en train de bouger. Dans les 40 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment cet accord s'est conclu, pourquoi le lobby agricole américain crie au secours et pourquoi ce moment pourrait être celui où les États-Unis ont perdu pour toujours leur emprise sur l'approvisionnement alimentaire mondial. Vous regardez l'histoire se transformer et ça va vite. Voilà la réalité simple de ce qui s'est passé au cours des dernières 48 heures. Mardi, le président Trump a annoncé une nouvelle stratégie tarifaire agressive ciblant l'agriculture canadienne. Il l'a appelée l'agriculture l'Amérique d'abord. L'idée était simple, ou du moins simpliste. Il voulait imposer un droit de douane de 25% sur les céréales canadiennes entrant aux États-Unis pour protéger les agriculteurs américains. Il pensait que ça forcerait Ottawa à venir à la table à ces conditions concernant les dépenses de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et le contrôle des frontières. C'était un coup de pression classique à la Trump, les serrer jusqu'à ce qu'il crie. Mais il a oublié une chose, le grain est une matière première mondiale et le Canada nourrit la planète. Au lieu de s'envoler vers Washington pour implorer une exemption, le Premier ministre Mark Carney est resté à Ottawa. Il a tenu un sommet vidéo avec des responsables commerciaux chinois et en moins de 12 heures, ils ont annoncé le pacte de sécurité céréalière du Pacifique. Les détails sont stupéfiants. Le Canada a accepté de rediriger 40% de son blé et de son blé dur exportable qui coulait habituellement vers le marché intégré nord-américain directement vers les réserves d'État chinoises. La Chine obtient la sécurité alimentaire. Le Canada obtient un acheteur garanti à un prix premium, en contournant complètement le dollar américain et les droits de douane américains. Et les États-Unis ? Les États-Unis sont exclus du circuit. Ce n'est pas juste une vente, c'est une rupture. Pendant les 30 dernières années, les États-Unis et le Canada fonctionnaient en pratique comme un seul et même grenier géant. On faisait le pain ensemble, on fabriquait les pâtes ensemble, nos chaînes d'approvisionnement étaient reliées. Trump vient de prendre un marteau-piqueur pour casser ce lien. Et Carney, réalisant que les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable, a décidé de vendre le marteau-piqueur à quelqu'un d'autre. Les ondes de choc ont été immédiates. Les contrats à terme sur le blé de Chicago sont partis dans tous les sens. Les meuniers américains, qui dépendent du blé canadien riche en protéines pour le mélanger avec les cultures américaines, cherchent maintenant des approvisionnements en urgence. Ils ne peuvent pas juste acheter américain parce que les grades spécifiques dont ils ont besoin pour la farine de haute qualité viennent des prairies canadiennes. Trump a essayé d'intimider un voisin. Il a fini par renforcer son plus grand rival. Et maintenant, c'est vous qui allez payer ça en faisant vos courses. Vous vous demandez peut-être si c'est vraiment aussi grave que ça. Est-ce que ce n'est pas juste du théâtre politique ? Laissez-moi vous montrer les preuves. Parce que quand on regarde des données concrètes, le tableau est bien plus sombre que ce qu'on vous raconte à la télé. Preuve numéro 1, la bourse de commerce de Chicago.
Regardez ce graphique du mercredi matin. Au moment où la nouvelle de l'accord Carney-Chine a fuité, regardez la flambée du blé de printemps roux dur. C'est le produit premium, c'est ce que le Canada cultive mieux que n'importe qui. Le prix a bondi de 12% en 40 minutes. Pourquoi ? Parce que le marché sait que l'offre vient de disparaître. Les traders de Chicago ne sont pas des militants politiques. Ils s'en fichent des casquettes rouges ou des badges libéraux. Ils s'intéressent à l'offre et à la demande. Et ils savent que si le Canada envoie sa meilleure récolte à Pékin, les boulangeries américaines vont devoir enchérir contre le gouvernement chinois pour obtenir de la farine. Et le gouvernement chinois a les poches plus profondes. Preuve numéro 2, le message de Trump sur les réseaux sociaux. 3 heures après la signature de l'accord, Trump a publié ce message. Regardez l'heure, 2h14 du matin. Le Canada est très déloyal en vendant notre blé à la Chine. Nous allons leur imposer d'énormes sanctions. Carney est faible. Lisez ça attentivement. Notre blé. Il croit encore que les ressources canadiennes appartiennent par défaut à l'Amérique. Il croit qu'il possède la récolte d'une nation souveraine. Mais remarquez le ton, ce n'est pas de la confiance, c'est de la panique. Il menace des sanctions sur un accord déjà signé. Il essaie de fermer la porte de l'écurie après que le cheval s'est déjà envolé pour Shanghai en première classe. Preuve numéro 3, les données du port de Vancouver. Nous avons extrait les manifestes de chargement du port de Vancouver pour la semaine écoulée. D'habitude, on voit un mélange de destinations. Côte ouest américaine, Mexique, Japon. Regardez les nouveaux contrats. La Société nationale chinoise des céréales, huiles et denrées alimentaires. C'est un géant d'État. Le volume réservé pour les 6 prochains mois dépasse le volume total des 3 dernières années combinées. Ce n'est pas un correctif temporaire. On ne signe pas des contrats comme ça pour une semaine. C'est de l'infrastructure. Le Canada réoriente toute sa chaîne logistique vers l'ouest, en s'éloignant du sud. Il réserve des wagons de marchandises, bloque des terminaux et signe des contrats d'assurance qui verrouillent ça pour des années. Preuve numéro 4. La panique dans le Dakota du Nord. C'est celle qui fait vraiment mal. Nous avons des rapports d'associations locales de producteurs dans le Dakota du Nord et le Montana. Ce sont des agriculteurs américains. Ce sont des électeurs de Trump et ils paniquent. Pourquoi ? Parce que les marchés céréaliers américains et canadiens sont liés. Souvent, les céréales américaines remontent vers le nord pour être transformées et les céréales canadiennes descendent vers le sud. C'est une frontière fluide. Si le Canada verrouille son approvisionnement dans un circuit fermé avec la Chine, l'efficacité de tout le système s'effondre. L'Association des producteurs de céréales du Dakota du Nord a publié hier un communiqué disant « Cette guerre commerciale nous coupe la gorge. Nous avons besoin de stabilité, pas de droits de douane. » Ils savent ce qui arrive, des représailles. Si le Canada n'achète plus les services de transformation américains et si les États-Unis ne peuvent plus acheter les matières premières canadiennes, les usines de transformation américaines ferment. Des emplois disparaissent dans le Midwest. Ce ne sont pas des théories, ce sont des faits concrets qui se produisent en ce moment même, pendant que la Maison-Blanche prétend que tout est sous contrôle. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Comment un président qui se vante d'être le plus grand faiseur de deals a-t-il pu perdre la relation commerciale la plus facile de la planète ? Parce que Trump mène une guerre des années 1980 dans un monde de 2026. Il fonctionne avec une règle simple et dépassée. Les États-Unis sont le plus grand marché, donc tout le monde doit s'incliner pour nous vendre. Il pense que l'accès au marché est l'arme ultime. Il pense qu'il peut prendre le consommateur américain en otage et forcer les autres pays à lui obéir. Ça marchait quand les États-Unis étaient le seul jeu en ville. Mais regardez autour de vous, on n'est plus en 1990. Trump réagit à chaud. Il se réveille, voit un sujet à la télé, se met en colère et balance une menace tarifaire. Il n'y a pas de stratégie, pas de planification à long terme. C'est de la gouvernance par impulsion. Il crée de l'instabilité. Et s'il y a bien une chose que les marchés mondiaux détestent, une chose que les agriculteurs détestent, c'est l'instabilité. On ne peut pas planter une culture qui met 6 mois à pousser si on ne sait pas si le président va interdire votre acheteur sur les réseaux sociaux demain.
Alors le monde s'adapte. Il réduit sa dépendance aux États-Unis. Quand Trump a menacé le Canada cette semaine, il a supposé que le Canada n'avait nulle part où aller. Il a regardé la carte et vu le Canada physiquement collé aux États-Unis. Il a pensé, ils doivent utiliser nos trains, ils doivent utiliser nos ports. Il a oublié que l'océan relie le Canada à tout le monde. En étant aussi imprévisible, Trump a poussé ses alliés à trouver des alternatives. Il a rendu les États-Unis risqués. Chaque fois qu'il menace un droit de douane, une salle de conseil à Toronto, Londres, Berlin ou Tokyo commence à chercher un plan B. Et cette semaine, le Canada a activé son plan B. Trump perd le contrôle parce qu'il mise sur la peur. Mais la peur ne marche que si on n'a pas d'options. Dès qu'on a des options, la peur s'évapore. Le Canada a réalisé qu'un accord avec la Chine, aussi complexe et difficile que peut être cette relation, offre quelque chose que Trump ne peut pas donner. Un contrat. Un papier signé qui dit « on achète X quantité pendant Y années ». Trump ne fait pas de contrat, il fait des caprices. Et on ne peut pas construire une économie sur les caprices d'un seul homme. Maintenant, Trump est piégé. S'il escalade encore, il fait plus de mal aux agriculteurs américains. S'il recule, il a l'air faible. Il s'est peint lui-même dans un coin avec sa propre rhétorique. Il voulait paraître fort, il vient de rendre l'Amérique peu fiable. Et le reste du monde regarde. Vous croyez que l'Europe ne prend pas des notes ? Vous croyez que le Mexique ne regarde pas cet accord sur le blé en se disant « peut-être qu'on devrait vendre nos avocats en Asie aussi ». Trump accélère exactement ce qu'il avait promis d'arrêter, le déclin de la domination économique américaine. Il le fait en poussant ses amis dans les bras de ses ennemis. Maintenant, regardez de l'autre côté de la frontière. Regardez Mark Carney. Le contraste ne pourrait pas être plus saisissant. Pendant que Trump lance des assiettes contre le mur, Carney réarrange tranquillement les meubles. Carney n'est pas un tribun populiste, c'est un banquier central, c'est un technocrate. Il comprend les rouages de l'économie mondiale mieux que peut-être n'importe quel autre dirigeant sur la scène mondiale aujourd'hui. Il sait qu'on ne gagne pas une guerre commerciale avec des slogans, on la gagne avec des chaînes d'approvisionnement. Le choix de Carney de pivoter vers la Chine n'était pas une réaction émotionnelle. Ce n'était pas une crise de colère, c'était une diversification calculée et stratégique. Il sait que dépendre des États-Unis pour 75% du commerce canadien est un risque pour la sécurité nationale tant que Trump est au pouvoir. Il sait que pour protéger la souveraineté canadienne, il a besoin de leviers. Et quel est le levier ultime ? La nourriture. En verrouillant le marché du blé avec la Chine, Carney n'a pas juste sécurisé une vente. Il a sécurisé un bouclier. Il a envoyé un signal à Washington. On n'a pas autant besoin de vous que vous le croyez. Remarquez comment il l'a fait. Il n'a pas organisé un rassemblement bruyant. Il n'a pas insulté le peuple américain. Il a simplement publié un communiqué sur la diversification des partenariats mondiaux. Il l'a présenté comme une décision commerciale. Ça rend impossible pour Trump de l'attaquer efficacement. Comment on attaque quelqu'un pour avoir vendu du grain ? C'est du capitalisme, c'est le marché libre. Trump aime le marché libre, non ? Carney utilise l'idéologie de Trump contre lui. Ça montre aussi la capacité de Carney à construire des coalitions. Il n'a pas juste parlé à la Chine. Des sources indiquent qu'il discute aussi en coulisses avec le Royaume-Uni et l'Union européenne, en coordonnant une stratégie de résilience contre le protectionnisme américain. Il positionne le Canada non pas comme un petit frère effrayé, mais comme un courtier mondial, un carrefour. C'est la différence entre un politicien qui joue pour la galerie et un dirigeant qui joue l'échiquier. Trump veut des applaudissements, Carney veut des résultats. Et le résultat, c'est que pour la première fois depuis longtemps, le rapport de force s'est déplacé vers le nord. Le Canada ne demande plus la permission, il prend des décisions. Et le message de Carney est clair. Si les États-Unis veulent fermer leurs portes, le Canada va simplement en ouvrir de nouvelles. Alors qu'est-ce que ça change pour vous ? Pourquoi vous devriez vous soucier du fait que du blé parte à Shanghai plutôt qu'à Saint-Louis ? Parce que vous mangez. Ce n'est pas juste de la géopolitique de haut niveau, ça touche votre table de cuisine. Quand le marché céréalier nord-américain se fracture, l'efficacité disparaît, les coûts augmentent. Attendez-vous à voir le prix de la farine, du pain,
des pâtes et des céréales monter aux États-Unis dans le prochain trimestre. Pas à cause de l'inflation, mais à cause d'une rareté artificielle créée par ce combat politique. Si les meuniers américains doivent payer plus cher pour s'approvisionner en blé de qualité inférieure, ou payer des droits de douane pour obtenir le produit canadien, ils vous répercutent ce coût. Mais c'est plus grand que les courses. C'est le signal que l'ère américaine du commerce est en train de prendre fin. Toute votre vie, vous avez vécu dans un monde où les États-Unis siégeaient au centre de la table. On fixait les règles, on fixait les prix. C'est terminé. Si le Canada, notre voisin le plus proche, notre frère d'armes, notre plus grand partenaire commercial, est prêt à partir et à traiter avec notre plus grand rival parce que Washington est trop toxique pour faire des affaires, alors le système est cassé. Ça veut dire que votre emploi est moins sûr. Si vous travaillez dans la fabrication, la logistique ou l'agriculture, votre secteur dépend des flux transfrontaliers. Si ces flux s'arrêtent, votre usine ferme. Ça veut dire que le dollar américain est un peu moins puissant aujourd'hui qu'hier. Et ça veut dire que le filet de sécurité d'avoir un voisin amical et riche en ressources au nord a disparu. On est en train de transformer un ami en concurrent. Imaginez un monde où le Canada vend son pétrole à l'Inde, son blé à la Chine et ses minéraux à l'Europe, laissant les États-Unis isolés sur leur propre continent. C'est le monde que Trump est en train de créer. Et Carney est en train de montrer que ce n'est pas juste une menace, c'est un plan viable. C'est un signal d'alarme. L'isolement protecteur a disparu. Les décisions prises dans le bureau ovale vous coûtent de l'argent en temps réel. Il y a eu un moment hier qui a tout résumé. Pendant que Trump tempêtait sur les réseaux sociaux, postant en majuscules, des journalistes ont surpris Mark Carney qui sortait des édifices du Parlement à Ottawa. Un journaliste a crié « Monsieur le Premier ministre, est-ce un message au président Trump ?» Carney n'a pas arrêté de marcher, il n'a pas souri. Il a juste légèrement tourné la tête et dit « Les agriculteurs ont besoin de clients, pas de leçons. » Puis il est monté dans sa voiture. C'est tout. C'est toute l'histoire. Un homme donne des leçons, l'autre trouve des clients. Et le monde suit l'homme qui a les clients. Où est-ce que ça va nous mener? Nous entrons en territoire dangereux. Scénario A, l'escalade. C'est le chemin le plus probable. Trump ne peut pas laisser passer ça. Son ego ne le permettra pas. Il va probablement annoncer une interdiction totale de l'agriculture canadienne ou menacer de fermer complètement la frontière. S'il fait ça, on ne parle plus juste d'une guerre commerciale. On parle d'une dépression dans les États frontaliers. Michigan, New York, État de Washington. Leurs économies vont se gripper complètement. On verra des files d'attente aux frontières, des pénuries de marchandises et une crise diplomatique totale. Scénario B, le retrait discret. Trump pourrait réaliser qu'il a trop poussé. Il pourrait envoyer des conseillers pour discrètement demander au Canada de rétablir l'approvisionnement en offrant une concession qu'il va déguiser en victoire. Mais le mal est fait. Le Canada a signé les contrats avec la Chine. Ces navires ne font pas demi-tour. La part de marché est perdue. Scénario C, le réalignement mondial. C'est le jeu sur le long terme. Les autres pays voient le succès du Canada et emboîtent le pas. L'Australie, le Brésil, l'Union européenne, ils commencent tous à former des accords bilatéraux qui excluent les États-Unis. L'Organisation mondiale du commerce devient hors jeu. Les États-Unis deviennent une île économique. Carney le sait. Il parie que le système américain est trop chaotique pour l'arrêter. Il parie que le temps que Washington se ressaisisse, les nouvelles routes commerciales seront coulées dans le béton. Et la partie effrayante, il a probablement raison. C'est le moment où, d'habitude, les dirigeants calment les choses. Ils décrochent le téléphone rouge et désescaladent. Mais Trump ne calme pas. Et Carney n'a plus envie de discuter. On assiste à un divorce. Et en ce moment, c'est le Canada qui prend le compte en banque. Les champs de blé de la Saskatchewan sont loin de la Maison-Blanche. Mais la décision qui a été prise cette semaine vient de remodeler le monde dans lequel vous vivez. Trump a poussé, le Canada a pivoté et la Chine a ramassé la mise. La question que vous devez vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que les États-Unis peuvent se permettre d'être aussi seuls? On regarde le coût de l'arrogance et la facture arrive. Je veux savoir ce que vous pensez. Est-ce que Carney est un génie qui protège son pays ou est-ce qu'il joue avec le feu en s'associant à la Chine?
Et est-ce que vous tenez Trump responsable de l'y avoir poussé? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, je les lis tous. Et si vous voulez savoir ce qui se passe quand la prochaine étape arrive, parce qu'elle arrivera, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Vous devez voir ça venir avant que les gros titres ne rattrapent la réalité.